Merci d'être venu. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Dr Guillaume Latombe, qui travaille à l'université d'Édimbourg, qu'il a rejoint après un postdoc en Autriche, qu'il avait rejoint après un postdoc en Afrique du Sud, qu'il avait rejoint après une thèse en Australie, un postdoc en Australie et une thèse au Canada. Donc quelqu'un qui a l'expérience de la recherche internationale et qui travaille dans plein de choses différentes. Je ne vais même pas essayer de toutes les citer parce que... Et alors j'aurais pu lui demander de faire un séminaire sur différentes choses, intelligence artificielle, sur voilà, plein de choses. Donc j'ai choisi de lui confier celle de la science de la conservation, qui, vous allez le voir, est vraiment importante pour la biologie des invasions. Guillaume, merci. Bien, merci à tous d'être ici. Merci au Collège de France d'avoir organisé cette série de cours et de séminaires. Et merci à toi, Franck, de m'avoir invité à y participer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter. Ce séminaire sera scindé en deux parties. Tout d'abord, une grosse partie qui sera sur le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce que la conservation. Et vous allez le voir, vous avez peut-être une idée un peu préconçue de ce qu'est la conservation, mais ça peut être qu'une seule partie d'un sujet assez complexe. Et en définissant la conservation, ou ses différents aspects, on verra quelle est la place de la science des invasions biologiques. Et dans une deuxième partie, un peu plus courte, on verra en pratique comment gérer les invasions biologiques dans un contexte de conservation. Donc tout d'abord, petit lexique rapide, donc j'imagine qu'après, si vous avez déjà vu les cours de Franck, normalement, vous devriez être au courant, mais c'est juste pour cette présentation, il peut y avoir un peu d'ambiguïté des fois dans les définitions. Donc je parlerai indistinctement d'espèces non natives, exotiques ou aliens pour des espèces introduites en dehors de leur aire de répartition historique, donc où elles ont coévolué avec d'autres espèces qu'on appelle des espèces natives, et des espèces qu'on appelle envahissantes ou invasives, ce sont des espèces exotiques, ou non natives, ou aliens, qui ont des impacts négatifs, soit sur la biodiversité, soit sur les activités humaines, que ce soit l'économie, la santé, le bien-être, etc. Définition un petit peu simplifiée, mais pour cette présentation. Alors, qu'est-ce que la conservation ? Alors tout d'abord, ce qu'on peut faire quand on s'intéresse à la question, c'est tout simplement faire une recherche Google. Et dans ces cas-là, on peut tomber sur le site de l'Agence environnementale européenne, par exemple, déjà qui fournit deux définitions différentes. Une juste pour conservation, une pour la conservation de la biodiversité. Alors dans ce cas-là, aujourd'hui, je vais m'intéresser à la deuxième parce qu'elle est plus courte et ce sera un peu plus rapide. Et aussi, c'est la définition qui est utilisée par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité et les services écosystémiques. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est difficile à lire, donc du coup je l'ai traduite en français en plus grand. Donc cette définition dit que la conservation, c'est la gestion des interactions humaines avec les gènes, les espèces et les écosystèmes, afin de fournir le maximum de bénéfices à la génération précédente, tout en maintenant leur potentiel pour répondre aux besoins et aspirations des générations futures. Alors cette définition nous invite à considérer plusieurs choses en fait. Tout d'abord, quelle partie de la biodiversité veut-on conserver ? Donc dans cette définition, on voit qu'il mentionne les gènes, les espèces et les écosystèmes. Ça a l'air assez exhaustif, mais on verra que ce n'est pas tout à fait complet. On peut même étendre encore un peu plus. Dans un deuxième temps, dans quel but veut-on faire de la conservation ? Dans cette définition, on voit que c'est afin de fournir le maximum de bénéfices à la génération présente. Par génération présente, ça sous-entend la génération humaine. On verra encore une fois que c'est une vision assez réduite, enfin, ou en tout cas assez spécifique de la conservation. Enfin, un aspect qui n'est pas vraiment abordé dans cette définition, c'est par quels moyens veut-on agir sur la conservation. Est-ce que la fin justifie le moyen ? Toutes les actions sont-elles effectivement appropriées ? Et une fois qu'on a défini ces trois aspects, on peut commencer à se poser la question comment gérer les invasions biologiques de ce point de vue. Alors pour définir la conservation, peut-être le plus simple, c'est de regarder comment elle s'est développée au cours du temps et de revenir un peu en arrière pour avoir une petite histoire de la conservation et des invasions biologiques en même temps. Alors en Occident, on peut faire remonter les premiers mouvements de conservation de la nature au XVIIe siècle, autour de la foresterie. Et notamment, on a par exemple ce document ici qui s'appelle le Silva, qui avait été présenté à la Royal Society au Royaume-Uni en 1662,
et qui préconisait une gestion durable des ressources forestières. Alors on n'est pas vraiment sûr de la conservation au sens large des écosystèmes, mais c'était un peu la première fois qu'on avait une vision à long terme de gestion des ressources durables à une échelle large, à l'échelle d'un pays. En avançant de 200 ans et en changeant de continent, partant aux États-Unis, donc dans les années 1800, au début des années 1900, on voit les bases de la conservation moderne se poser grâce à deux personnes, John Muir et Gifford Pinchot. Alors John Muir était né en Écosse, mais a immigré aux États-Unis à l'âge de 11 ans, et lui, il préconisait ce qu'on appelait à l'époque la préservation de la biodiversité, ce qu'on appelle des fois aujourd'hui une conservation de type forteresse, c'est-à-dire le maintien de la condition virginale de la biodiversité afin d'éviter les interférences humaines. Et c'est comme ça qu'on a vu la création notamment de parcs nationaux afin de vraiment les préserver. John Muir est d'ailleurs appelé aux États-Unis le père des parcs nationaux. A l'inverse, Gifford Pinchot préconisait, lui, la conservation de la nature qui était inspirée en fait de la gestion forestière française. Il avait d'ailleurs étudié à l'École nationale des eaux et forêts de Nancy. Donc la conservation est à comprendre comme la volonté de rendre la relation entre l'humain et la nature durable, mais sans exclure l'exploitation de la nature par l'humain. Alors ces approches de conservation ne considéraient pas à l'époque encore les invasions biologiques. Elles n'avaient pas vraiment comme préoccupation d'éviter leurs impacts et de les contrôler. Et d'ailleurs, elles ont commencé à vraiment augmenter à partir de 1800. Donc là, j'ai utilisé une base de données qui s'appelle la First Records Database, qui a été créée par Hanno Siebens, un collaborateur allemand, ici. Et ce graphe présente donc sur l'axe des X, vous voyez les années, et sur l'axe des Y, le nombre de nouvelles introductions chaque année dans différentes régions du monde. Donc pas à peu près des pays, mais considère par exemple Hawaï différent des États-Unis, les territoires extramarins séparément, etc. Et donc ici, on voit qu'à partir de 1800, on a vraiment une augmentation relativement constante du nombre de nouvelles introductions d'espèces envahissantes dans le monde. Ce qui veut dire que le nombre d'espèces exotiques, lui, c'est la somme cumulée de toutes ces nouvelles introductions, va augmenter de façon exponentielle. Alors on peut aussi regarder de façon un peu plus fine le nombre d'introductions dans l'espace et regarder par exemple par continent. Et si on voit que notamment le niveau de nouvelles introductions est très élevé en Europe et suit à peu près le même pattern, élevé également en Amérique du Nord et en Océanie. Il semble, d'après ces données, que ce nombre d'introductions était un peu plus faible qu'en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie. Alors il faut quand même un peu se méfier de ce type de données, puisque les pays les plus développés sont ceux qui ont investi le plus dans le monitoring des espèces envahissantes, et donc il y a forcément des biais spatiaux, et donc il est très probable que le nombre d'espèces exotiques introduites soit plus élevé que ça sur ces trois continents. Une raison qui a mené sur cette période, en tout cas, à l'augmentation de l'introduction des espèces exotiques, c'est notamment les empires coloniaux. Dans une étude de 2022, dirigée par Bernd Lenzner, à laquelle j'ai participé, on a regardé l'influence des empires coloniaux, c'est-à-dire en fait on a regardé plutôt la similarité de la composition florale en espèces exotiques de pays ou de régions du monde qui avaient appartenu à un même empire colonial, comparé aux autres régions de la même zone qui, elles, n'avaient pas appartenu aux mêmes empires coloniaux. Et on s'est rendu compte que, même aujourd'hui, les régions qui avaient dans le passé appartenu aux empires coloniaux avaient été plus similaires, si on regardait les plantes exotiques, que les autres régions. Et ça pour des empires coloniaux qui ont existé il y a quelques centaines d'années. Ce qui veut dire que toutes les introductions qu'on fait aujourd'hui, qui sont bien plus importantes, comme vous l'avez vu sur les graphes précédents, on verra ces impacts encore pendant probablement des siècles à venir. Alors quand je vous ai dit que les approches de conservation ne cherchaient pas à prévenir les invasions, elles cherchaient même, en fait, à l'époque, à les encourager. C'est notamment le cas avec ce qui s'appelait les sociétés d'acclimatation. Alors, elles existaient par exemple en France, avec la Société zoologique d'acclimatation. Et là, vous avez une gravure du Jardin d'acclimatation de Paris en 1861, mais également au Royaume-Uni, avec la Society for the Acclimatization of Animals, Birds, Fishes, Insects and Vegetables. Et donc, le but
de ces sociétés, comme défini dans le règlement constitutif de la Société zoologique d'acclimatation, était par exemple de concourir à l'introduction, à l'acclimatation et à la domestication des espèces d'animaux utiles ou d'ornement, donc on pense pêche, chasse et juste l'attrait physique pour les plantes, et au perfectionnement et à la multiplication des races nouvellement introduites ou domestiques. Donc il y avait en fait une volonté un peu plutôt positive d'augmenter la biodiversité dans le monde en introduisant des nouvelles espèces partout. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors ce qui est intéressant, c'est que une chose intéressante, c'est que la Société zoologique d'acclimatation existe encore aujourd'hui sous un nom différent. Elle s'appelle la Société nationale pour la protection de la nature. Et elle a changé un peu depuis, par contre, sa vision sur les espèces exotiques envahissantes. Alors, avançons encore un peu dans le temps et arrivons à l'époque moderne, début des années 60. Donc on a eu un grand chamboulement dans le monde sur la première moitié du XXe siècle, deux guerres mondiales et création d'organismes internationaux qui ont été créés pour faciliter les échanges entre les pays. Donc on a les Nations Unies... Oups, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Franck, comment on... Merci. Pardon pour ça. Ouais, ça marche. J'arrive à retrouver... Bon, c'est pas grave. Donc, le cas des Nations Unies en 1945, l'Union internationale pour la conservation de la nature en 1948 et la division environnementale des Nations Unies, l'UNEP, dans les années 70. Et ces organismes ont en fait comme permis de synchroniser un peu, d'organiser les actions entre les pays, notamment d'un point de vue environnemental. Et donc dans les années 60, on a vu ce qu'on appelle aujourd'hui la conservation traditionnelle. C'est-à-dire ce que l'écologue Georgina Mace, dans son article de 2014, a appelé la nature pour elle-même, à partir des années 60, donc qui était plus proche de la vision de John Muir un peu, qui donne une valeur intrinsèque à la nature, et dans les années 80, la nature malgré les humains, c'est-à-dire qui se focalise sur les pressions anthropiques, les menaces que l'humain fait peser sur la nature, mais toujours pour elle-même. Alors les bases de cette conservation traditionnelle ont été posées notamment par l'écologue Michael Soule dans son article de 1985, What is Conservation Biology? Et dans cet article, Michael Soule définit les bases philosophiques de la conservation. Il définit ce qu'on appelle 4 postulats normatifs, c'est-à-dire des points de départ à prendre, des affirmations à prendre comme vraies. Ces postulats sont les suivants. 1. La diversité des organismes est bonne. Et par cela, on inclut la diversité des espèces, mais aussi la diversité des individus pour prendre en compte l'aspect génétique. La complexité écologique est bonne, il faut prendre en compte les interactions entre les espèces. L'évolution est bonne. Et donc, la diversité biologique a une valeur intrinsèque. C'est ce qu'on entend, intrinsèque voulant dire justement par et pour elle-même. Dans cet article, Michael Soule fait aussi le parallèle avec la biologie des cancers, en expliquant que les deux sont une discipline de crise. Il explique que dans les deux cas, des décisions doivent être prises dans l'urgence. Alors bien sûr, c'est des échelles de temps un peu différentes entre la médecine et la conservation, mais dans les deux cas, il y a une sévérité importante des impacts et souvent une irréversibilité de ces impacts. On a des informations souvent incomplètes, et donc le praticien ou l'agent de conservation doit se baser sur l'intuition, et donc doit utiliser une certaine dose d'incertitude. Alors, dans les années 90, en médecine, il y a eu des appels pour une médecine basée sur les preuves, et moins pour essayer de minimiser cet appel à l'intuition et ses incertitudes. Et de la même façon, au début des années 2000, on a eu le même type d'appel pour la conservation, avec donc des appels, par exemple ici, par Bill Sutherland et ses co-auteurs, d'une conservation basée sur les preuves. Donc on avait besoin d'outils vraiment qui permettaient de recenser tous les impacts anthropiques sur la nature et toute l'efficacité des approches de gestion. L'outil probablement le plus important en conservation, c'est celui-là. C'est la liste rouge des espèces en danger qui a été créée par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature,
et qui classifie les espèces en 5 catégories en fonction de leur risque d'extinction, de préoccupation mineure, quasi menacée, vulnérable, en danger critique d'extinction et éteint ou éteint à l'état sauvage. Ils utilisent des données sur l'abondance, l'aire de répartition ou des données de modélisation sur les probabilités d'extinction des espèces. Alors si on regarde un peu toutes les données évaluées et qu'on zoome un peu, on s'aperçoit que la liste rouge a recensé, a évalué plus de 166 000 espèces aujourd'hui, mais que même ça représente que 8% de l'ensemble des espèces qu'on estime exister aujourd'hui sur Terre. On s'aperçoit que même pour l'outil principal existant pour la conservation, on a encore d'énormes manques dans les données. Alors la liste rouge ne fournit pas juste une catégorie, mais fournit pas mal d'informations pour chacune des espèces. Ici, par exemple, on peut regarder pour cette espèce de chauve-souris de l'île de Madère, Pipistrellus madeirensis, qui a le statut d'espèce en danger. La liste rouge liste toutes les pressions qui pèsent sur cette espèce. Ici, on a par exemple les développements résidentiels et commerciaux, modification des régimes de feu, pollution, perturbations humaines, événements géologiques, et ce qui nous intéresse ici, les espèces envahissantes. On peut même regarder un peu plus en détail plusieurs catégories sur le timing, le stress, etc. et l'espèce en question. Et ici, on s'aperçoit que Felis catus, le chat, est l'espèce principale qui affecte cette chauve-souris. Alors, la liste rouge, pour les espèces envahissantes, ça nous permet de faire quelque chose d'assez intéressant, c'est de regarder, donc de quantifier les impacts des espèces envahissantes. C'est ce qu'on a fait dans cette étude, qui n'est pas encore publiée, qui est pour le moment en révision, mais qui a été soumis en pré-publication, donc dirigé par Martin, Philippe Le Saffre, dont Franck vient vous parler. Et donc pour ça, ce qu'on a fait, on a pris toutes les espèces évaluées par la liste rouge, avec une certaine catégorie, qui sont affectées par au moins une espèce envahissante. Pour chacune de ces espèces natives, on a calculé une probabilité d'extinction sur 50 ans. En se basant sur des modèles de la littérature. Donc pour ce qui commence à 6% d'extinction pour les espèces avec préoccupation mineure, jusqu'à 97% d'extinction dans 50 ans pour les espèces en danger critique. Bon, si l'espèce est déjà éteinte, elle a une probabilité de 100%. Et maintenant, si on prend une espèce envahissante ici dans toute notre liste, donc par exemple le chat, qui affecte cette espèce d'écureuil ici, quasiment menacée, cette espèce de lézard en danger, cette espèce de colibri en danger critique et qui a contribué à mener cette espèce de lézard à l'extinction, on peut simplement faire la somme de ces probabilités et voir le nombre d'espèces en moyenne, si on ne change rien, qui seront éteintes dans 50 ans en moyenne, à cause du chat. Alors c'est ce qu'on a regardé, on a appliqué cette approche, on a considéré toutes les espèces natives d'amphibiens séparément, toutes les espèces d'oiseaux séparément, les espèces de mammifères et les espèces de reptiles, parce qu'elles sont des fois affectées par différentes espèces envahissantes. Et alors on s'est rendu compte, bon, vous pouvez sûrement anticiper si vous avez suivi les cours de Franck, l'espèce envahissante qui affecte le plus les oiseaux, les mammifères et les reptiles, c'est le chat, donc c'est celle qui est ici en premier. Pour les amphibiens, ici, je ne vais pas le prononcer, c'est une espèce de champignon parasite. Mais par contre, on peut voir vraiment différence dans la suite, les autres espèces qui affectent les espèces natives après le chat. Pour les oiseaux, c'est le rat noir. Pour les mammifères, le chien. Et pour les reptiles, on a deux espèces. On a la petite fourmi de feu et la petite mangouste indienne. Alors la liste rouge est très utile, nous permet de commencer à avoir des données quantitatives sur les impacts des espèces envahissantes sur la nature, mais elle est quand même aussi énormément basée sur les avis d'experts. Et donc il y a d'autres approches qui existent, d'autres systèmes de classification, par exemple ACAT ici, c'est pour Environmental Impact Classification of Alien Taxa, qui classifie les impacts des espèces envahissantes sur 5 catégories, donc qui réplique un peu la liste rouge, et qui, en fonction de si l'impact a lieu sur les individus, les populations et les espèces, aussi, et de leur réversibilité. Par exemple, ici, un impact massif, c'est un changement irréversible d'une communauté écologique à cause de l'extinction locale ou globale d'une espèce native. On a d'autres bases de données, la Global Invasive Species Database, par exemple, qui fournit, donc là, c'est les fiches pour le martin triste,
qui fournit toute une pléthore d'informations sur la biologie de l'espèce, sur ses impacts, avec notamment les espèces de la liste rouge affectées, sur les approches de gestion, etc. Donc un des challenges à ce moment-là, ça va être de commencer à uniformiser, combiner toutes ces informations entre elles, qui peuvent être un peu disparates, tous ces différents outils, pour arriver à quelque chose d'un peu plus homogène. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé de tous les impacts négatifs des espèces exotiques et des espèces donc envahissantes sur la biodiversité, dans cette approche de conservation traditionnelle. Mais peut-on avoir des impacts positifs des espèces exotiques? Alors ça peut arriver. C'est l'exemple, par exemple, de la tortue géante des Seychelles, qui a été introduite de façon volontaire sur l'île Ronde, c'est cette petite île-là au large de l'île Maurice, pour remplacer 2 espèces de tortues géantes qui sont aujourd'hui disparues. Et le but d'introduire cette espèce de tortue géante des Seychelles était en fait de permettre de favoriser la dispersion de graines dans cet écosystème et donc de permettre à l'écosystème de se rétablir, donc de combler une fonction écologique qui avait disparu suite à l'extinction des espèces de tortues géantes. Et donc, il peut y avoir des impacts positifs des espèces exotiques. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs récemment une volonté de créer des systèmes de classification pour classifier ces impacts positifs de la même façon que les systèmes de classification pour les impacts négatifs. Mais, attention, il y a quand même une certaine disproportion entre la quantité d'impacts positifs et négatifs. Ici, donc, on a cette nouvelle base de données qui vient de sortir il y a à peu près 3 semaines et qui comptabilise tous les effets positifs et négatifs sur des espèces exotiques sur la diversité. Et si on regarde, on s'aperçoit que les espèces exotiques avec un impact purement positif, donc ici, juste en bleu, représentent uniquement 3% des espèces pour lesquelles on a évalué un impact jusqu'à présent. Dans la grande majorité des cas, si une espèce a un impact positif sur une partie de la biodiversité, elle a également un impact négatif sur une autre partie de la biodiversité. Alors, dans les années 2000, on s'est aperçu que les approches de conservation qui se basaient sur cette approche plus traditionnelle de la conservation de la nature n'étaient pas forcément, avaient une efficacité assez limitée et ont continué à perdre de la biodiversité. Et c'est pour ça que certains ont proposé une nouvelle conservation qui regarde plus la valeur utilitaire de la nature et donc qui se focalise sur ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire les biens et services fournis par la nature aux humains. C'est notamment été proposé par Peter Kareva et Michel Varvier dans cet article « What is Conservation Science ?», qui reprend un peu aussi la structure de l'article de Michael Soulet présenté précédemment, mais qui considère cette fois une science de la conservation plutôt qu'une biologie de la conservation, et qui introduit par exemple des choses comme la santé publique, sciences du climat, agriculture, économie, etc. Alors dans cet article, Peter Kareva et Michel Varvier ne proposent pas des bases en fait philosophiques, mais des bases pratiques. Notamment, ils expliquent que la conservation doit s'exercer dans des environnements altérés par l'humain, qu'elle pourra se faire uniquement avec le support de la société, que les acteurs de la conservation doivent travailler avec les corporations, que la conservation pourra réussir uniquement en maximisant à la fois les objectifs de conservation et les objectifs économiques, et que la conservation ne doit pas enfreindre les droits humains et doit embrasser les principes d'équité, y compris de genre. Donc en fait, la nouvelle conservation se base sur ce qu'on appelle en philosophie l'hypothèse de convergence, qui a été définie par Norton en 1986. Cette hypothèse de convergence est la suivante. Si les intérêts de l'espèce humaine interpénètrent ceux de la nature, alors les politiques anthropocentrées et non anthropocentrées convergeront dans un futur indéfini. Pour reformuler ça de façon un peu plus simple, en gros, la nouvelle conservation fait le pari suivant. C'est qu'en conservant les éléments de la nature utiles à l'humain, on conservera au maximum la nature dans son ensemble, si on prend en compte le contexte et une vision purement pratique. Alors, une façon pratique d'évaluer la contribution de la nature pour l'humain, c'est d'utiliser une évaluation monétaire. Et c'est ce qu'avait fait d'ailleurs quelques années auparavant Robert Constanza et d'autres co-auteurs qui ont évalué la valeur monétaire totale des services écosystémiques. L'article a d'ailleurs été cité plus de 35 000 fois, c'est un des articles probablement les plus cités dans le domaine. Et ils ont trouvé que les services écosystémiques avaient une valeur d'environ 47 000 milliards de dollars, donc 47 fois 10 exposant 12. Plus récemment, ils ont fait une réévaluation de ces services écosystémiques en 2014,
Ils se sont rendus compte qu'ils les avaient pas mal sous-estimés, puisqu'en fait, il y a une valeur de 125 000 milliards de dollars. Ça paraît énorme, et d'ailleurs, si on regarde les données brutes de World Bank, pour se donner un ordre de grandeur, le PIB mondial en 2023 est de l'ordre de 106 000 milliards de dollars. Donc les services écosystémiques ont une valeur plus importante. Alors ça a été utilisé aussi pour les invasions biologiques, notamment donc avec la base de données Invacost, créée par Christophe Diane, qui a donné un séminaire aussi ici il y a quelques semaines, et par Franck. Et ils ont trouvé que la valeur cumulée, le coût cumulé des espèces envahissantes en 2022 était de plus de 2000 milliards de dollars. Alors ces coûts ne sont pas répartis de façon homogène en fonction des groupes taxonomiques, avec notamment les insectes qui coûtent beaucoup, notamment à cause de leurs impacts sur l'agriculture, la foresterie ou la santé. Et pareil, les coûts sont répartis de façon hétérogène dans le monde, même si, encore une fois, on a définitivement des biais géographiques importants sur la façon dont les coûts sont rapportés. Ça permet des analyses coûts-bénéfices assez pratiques, qui peuvent être assez convaincantes. Donc là, par exemple, on a un article de Danish Hamed et toujours de Franck qui regarde le coût dû aux moustiques en fonction du temps écoulé avant de contrôler l'espèce. Et bien que les coûts semblent relativement faibles pendant les premiers 50 ans, on s'aperçoit qu'à partir du moment où ils augmentent de façon très importante, avec par exemple ici plus de 4,5 milliards en seulement 3 ans. Comme on a quand même pas mal d'incertitudes dès qu'il s'agit de problèmes socio-économiques, on s'aperçoit qu'il est quand même assez risqué d'attendre. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans les analyses économiques, puisque c'est moins mon domaine, et de toute façon, il y a eu un cours et un séminaire sur le sujet par Anne-Charlotte Vessière, que je vous inviterai du coup à aller voir à la place. Alors, il y a d'autres approches non économiques qui ont été utilisées. Par exemple, une classification, sont cette fois SEICAT, donc ils essaient d'uniformiser au maximum leur système de classification, ceux qui classifient les espèces envahissantes en fonction de leur impact sur le bien-être, et notamment sur la facilité à exercer une activité et la réversibilité. Et de la même façon, si on prend la base de données Gileas de tout à l'heure, qui comptabilise aussi les impacts sur les humains, donc la contribution des espèces pour les populations, on s'aperçoit qu'encore une fois, la majorité des impacts sont négatifs et on a un peu plus d'impacts positifs, ce qui est assez logique puisque beaucoup d'espèces ont été introduites, par exemple, à des fins positives, que ce soit la pêche, la chasse, etc. Vous vous souvenez des sociétés d'acclimatation dont je vous parlais précédemment. Alors, à partir du moment où on a deux approches comme ça, souvent il va y avoir des débats et des désaccords. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la conservation, dans le milieu académique, avec par exemple tous les avocats de la conservation traditionnelle, dont Michael Soulet, qui considérait que cette nouvelle approche était en fait tout simplement un abandon face au développement économique, ce qui a été démenti par Peter Kareva, mais le débat est encore actif, les réponses n'ont pas forcément convaincu, d'ailleurs, comme le montrent pas mal d'articles qui ont suivi dans la littérature dans les années suivantes. Et tout ça, en fait, ça nous montre quelque chose en conservation qui est très intéressant, qui est très important, c'est qu'on parle de science de la conservation, mais la science, en fait, va uniquement nous dire quelles seront les conséquences d'une action de gestion. Ce que la science ne va pas nous dire, c'est si ces conséquences sont effectivement bonnes ou justes. Et là, on entre en fait dans le domaine de l'éthique et de la psychologie, et de la valeur qu'on donne, et du type de valeur qu'on donne à notre environnement. Et donc, la conservation traditionnelle considère que la nature, ou les espèces et les individus qui la composent ont une valeur intrinsèque, alors que la nouvelle conservation va plutôt considérer qu'uniquement les humains ont uniquement une valeur intrinsèque et que tout le reste a une valeur utilitaire. Et forcément, si on part d'un point de vue différent, on va au risque d'avoir un peu de mal à se retrouver. Alors plus récemment, l'IBES, donc le pendant du GIEC pour la biodiversité et les services écosystémiques, prône une vision plus holistique, donc qu'ils appellent l'humain et la nature, et qui considère plusieurs systèmes de valeurs simultanément, avec notamment la valeur intrinsèque, la valeur utilitaire, et qui introduit également ce qu'on appelle la valeur relationnelle des espèces, c'est-à-dire la nature comme culture.
ce qui permet notamment de prendre plus en compte le point de vue des populations indigènes dans les approches de conservation. Alors, c'est bien sûr extrêmement positif et bénéfique de considérer plusieurs types de valeurs et d'inclure les populations indigènes. Pour les espèces exotiques, ça peut complexifier un peu le problème. Et un exemple pour ça, on peut illustrer ça avec l'exemple du chioré, le rat polynésien, Rattus exulans. Le chioré a été introduit en Nouvelle-Zélande par les peuples maoris il y a environ 800 ou 1000 ans. Après son introduction, il a eu des actions de prédation sur les invertébrés et les reptiles, et ce qui a mené notamment à des changements également dans la végétation. Aujourd'hui, il est culturellement important pour les Maoris, puisqu'il est associé à leurs ancêtres qui utilisaient aussi le chioré comme source de subsistance. Et aujourd'hui, il a été en grande partie remplacé par le rat noir et le rat brun, donc introduit par les Occidentaux ultérieurement. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une population de chioré en Nouvelle-Zélande? Si on suit une approche purement écocentrique et qu'on considère que le but c'est de favoriser les espèces natives avant l'arrivée de l'homme, même des Maoris, il faudrait l'exterminer. Si on prend la valeur plutôt culturelle, pour les Maoris, peut-être pas, d'autant plus que ces impacts sont en fait relativement moindres comparés aux rats noirs et aux rats bruns. Du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir l'argent pour les approches de conservation pour le rat noir et le rat brun? On s'aperçoit que ça devient un petit peu compliqué. Et en fait, tout ça, c'est lié à un problème qu'on appelle en français l'amnésie écologique, en anglais shifting baseline. Quand on parle de conservation, ça veut dire conserver la nature par rapport à un certain point de référence. Donc typiquement, une époque passée. Quel point de référence est-ce qu'il faut utiliser? Et là, on va y avoir un côté assez subjectif, un aspect psychologique, c'est que chaque génération va avoir tendance à prendre l'état en place depuis sa naissance comme point de référence. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, par exemple, avec des figuiers de Barbarie sur des timbres espagnols, alors que le figuier de Barbarie provient du continent américain, ou si on peut prendre aussi en exemple le cas du Brumby, donc c'est un cheval sauvage australien qui a été introduit notamment d'Angleterre, qui a des impacts sur la végétation et donc sur les espèces natives, mais qui est culturellement important pour l'Australie, de la même façon un peu que le Mustang en Amérique du Nord. On va souvent rencontrer, les écologues vont dire qu'il faut limiter les populations locales, donc pas les aborigènes, on va dire plutôt les populations occidentales locales, vont avoir tendance à défendre le cheval. Encore une fois, ça devient difficile de trancher quand il s'agit d'un problème de valeur et pas d'un problème scientifique. Alors là, je vous ai présenté les 3 approches principales en conservation, notamment incorporées dans le framework de l'IPBES. Dans la littérature, il y a quelques approches un peu plus confidentielles. Je vais passer assez rapidement, mais qui sont quand même assez importantes et qui complexifient encore plus le problème. La première, c'est la conservation, alors ce que je traduis par la conservation du bien-être, donc c'est conservation welfare en anglais, qui est une approche donc, qui est ce qu'on appelle conséquentialiste, qui cherche à optimiser quelque chose, en l'occurrence minimiser la souffrance animale dans les approches de conservation. Donc on a besoin dans ces cas-là d'une approche pour évaluer la souffrance, et c'est là qu'on introduit le concept de sentience, c'est-à-dire l'expérience de la joie et de la souffrance au-delà du simple plaisir et douleur. Donc si avant on avait 2 types de valeurs, la valeur utilitaire et la valeur intrinsèque pour tout le vivant, mais cette fois on peut avoir une gradation dans notre valeur intrinsèque en fonction du niveau de sentience d'une espèce. Les espèces de grands singes, les espèces de mammifères marins, etc., qui on va considérer plus sentientes, peuvent avoir une valeur plus importante qu'une espèce de reptile, d'insecte ou encore de plante. Et ça devient un peu compliqué pour les invasions biologiques. Bon, déjà, sur le type de méthode utilisée pour le contrôle, on va essayer de minimiser la souffrance, mais aussi quand on commence à mettre une espèce de mammifère envahissante contre, par exemple, une espèce de plante native. Une approche qui peut avoir l'air, qui est un peu similaire, mais qui est quand même différente, c'est la conservation compassionnelle, la compassionate conservation, qui est une approche, cette fois, qui n'est pas conséquentialiste, mais basée sur ce qu'on appelle l'éthique de la vertu. Donc, c'est une approche philosophique qui remonte à la Grèce antique
et qui prône la culture des vertus personnelles, entre autres, ici la compassion, et qui utilise les 4 principes suivants: ne fais pas de mal, les individus sont importants, inclusivité de toutes les espèces et coexistence pacifique. Alors la conservation compassionnelle critique beaucoup les approches traditionnelles et notamment le contrôle létal des espèces envahissantes. Et elle a rencontré, comme vous pouvez l'imaginer, une forte opposition chez les écologues de la conservation traditionnelle, puisqu'elle a tendance à prôner un peu un laisser-faire face notamment aux invasions biologiques, alors que, comme dit par Driscoll et Watson dans un article de 2019 qui critique la conservation compassionnelle, un arrêt du contrôle létal des espèces envahissantes conduirait à une hausse des dégradations des sols, de l'extinction des espèces et de l'homogénéisation biotique. Normalement, vous devriez avoir compris ça si vous avez suivi tous les cours jusqu'à présent. Et enfin, des approches même plus globales, comme la conservation conviviale, qui est une approche holistique, donc à la fois environnementale, sociale et économique, qui se définit elle-même comme post-capitaliste, donc qui nécessite une refonte de notre rapport à la nature et de la société en général, qui est beaucoup plus difficile à circonscrire et à résumer ici, et je manquerais de temps si je le faisais. Donc, tout est disponible sur leur site web si le sujet vous intéresse. Et tout ça pour dire qu'en fait, les décisions en conservation, et entre autres pour les espèces envahissantes, ne sont pas toujours évidentes. On va avoir des conflits entre différents acteurs qui vont suivre différents systèmes de valeurs, et même on va avoir des dilemmes internes. On peut très bien considérer qu'une espèce peut avoir une valeur intrinsèque, mais aussi une valeur utilitaire pour une autre espèce. Et c'est comme ça, par exemple, on peut se demander pourquoi accepter de tuer une espèce pour en sauver une autre. Par exemple, l'écureuil gris, qui vient d'Amérique du Nord et qui remplace l'écureuil roux en Royaume-Uni ou en Italie. Mais des fois, même plusieurs espèces natives. Aux États-Unis, la chouette tachetée commence à être menacée à être en compétition avec une autre espèce native, la chouette rayée, et des écologues suggèrent de contrôler les populations de chouettes rayées qui, elles, sont natives, ce qui peut poser aussi des problèmes éthiques. Que faire quand une espèce envahissante est menacée dans son aire native? C'est le cas, par exemple, de la lamproie, qui, si on l'a contrôlée dans son aire invasive, est-ce que ça ne risque pas tout simplement d'augmenter son risque d'extinction en général, vu qu'elle est menacée dans son aire native? Et dans le cas de la lamproie, on va tomber sur encore un autre niveau de complexité, un autre problème, c'est l'aspect psychologique que l'espèce peut avoir sur les gens et le manque de support face à sa conservation. On a encore la chasse aux trophées, par exemple, où on permettre à des gens fortunés d'aller tuer des espèces, moyennant finance, peut permettre de générer de l'argent réintroduit dans des approches de conservation. Et vous vous souvenez peut-être, il y a une dizaine d'années, Cécile le lion, un lion qui avait été tué par un dentiste américain qui avait fait la une des journaux et généré pas mal d'opposition. Et donc, il y a plein en fait, d'éléments qui risquent de contribuer à ces dilemmes, que ce soit la valeur des espèces, le type d'impact, le délai des impacts, s'ils ont lieu dans pas mal de temps, l'incertitude liée aux impacts et aux mesures de conservation, etc. On a un article que je n'ai pas pu mettre ici parce qu'il n'a pas encore été publié, il a été accepté, où on liste tous ces aspects. Alors, maintenant qu'on a défini, en tout cas qu'on a donné une idée de la complexité du problème, qu'est-ce qu'on fait pour gérer les espèces envahissantes en pratique face à tout ça? Alors, si on prend une espèce envahissante qui est introduite à un endroit donné, à un instant T, bon, Franck m'a simplifié la tâche puisqu'il vous a expliqué pourquoi est-ce qu'une population va croître de cette façon-là, c'est ce qu'on appelle une régression logistique avec cette forme de S. Et selon le niveau de population, l'abondance de la population de notre espèce, différentes approches vont être plus ou moins appropriées. Lorsque la population est faible, si on arrive à la détecter assez vite, il est encore temps de complètement l'éradiquer. Une fois que la population a trop augmenté, son éradication risque de devenir impossible. C'est par exemple le cas des plantes qui en plus vont avoir tendance à produire des graines qui vont se cacher dans le sol, et là ça commence à devenir extrêmement difficile. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est essayer de contrôler nos populations et de les maintenir à un certain niveau. Si on échoue à cette tâche,
Bien, dans ce cas-là, et qu'on arrive à des niveaux de population encore plus élevés, tout ce qu'on peut faire, peut-être, c'est éventuellement essayer d'exclure notre population invasive de zones un peu sensibles où on va peut-être avoir des espèces natives menacées pour éviter les impacts. Et enfin, lorsqu'on arrive à ce niveau, il reste que souvent plus que l'option de la maintenance, c'est-à-dire gérer notre écosystème. Alors ça, c'est surtout à grande échelle. Franck vous l'a montré, dans le cas des îles, c'est un petit peu différent vu qu'on est dans un environnement un peu limité. Alors là, vous pouvez peut-être vous dire qu'il manque un aspect, un élément utile pour la gestion. Et c'est tout simplement en fait, d'agir avant que les espèces soient introduites. C'est ce qu'on appelle la prévention. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dommages économiques et écologiques vont vraiment augmenter le plus loin on se retrouve sur ce continuum. Pas seulement les dommages, mais aussi les coûts de gestion. Il est beaucoup plus coûteux d'essayer de maintenir un écosystème sur le long terme que de faire une éradication à court terme. Mais le meilleur type d'approche reste les approches de prévention. C'est les plus efficaces et les moins coûteuses, et celles qui en plus vont générer le moins de problèmes éthiques, puisqu'à partir de l'espèce n'est jamais arrivée, eh ben, on n'a plus de dilemme en fonction de est-ce que ça vaut le coup de contrôler, de tuer des individus d'une espèce ou pas. Et donc dans la fin de cette présentation, je vais me focaliser uniquement sur la prévention. Donc, pour pouvoir faire de la prévention, il faut pouvoir anticiper tout d'abord comment les espèces vont arriver quelque part. Donc on peut classifier les modes de dispersion et les voies d'introduction. On va avoir de la dispersion anthropique, par exemple, remise en liberté intentionnelle pour la pêche, la chasse. Alors ça se fait de moins en moins, mais ça s'est beaucoup fait dans le passé. Encore une fois, les sociétés d'acclimatation. Transport intentionnel puis évasion. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les animaux exotiques, qui sont ensuite relâchés des fois dans les toilettes, par exemple, ou les plantes ornementales qui ne restent pas dans les jardins. On a les contaminants, des insectes introduits avec des graines, ou les passagers clandestins, et là, par exemple, notamment dans les bateaux. Je vais y revenir dans quelques minutes. On a ensuite des dispersions indirectes, mais à cause des humains. Par exemple, les corridors anthropiques. Les deux exemples les plus évidents, ça va être le canal de Panama ou le canal de Suez, qui a mené à l'introduction d'espèces en Méditerranée venant de l'océan Indien. C'est comme ça qu'on retrouve aujourd'hui des poissons-lions, qui sont aussi venimeux en Méditerranée. Les vecteurs abiotiques anthropiques, certaines espèces peuvent utiliser par exemple des débris flottants pour se disperser, ou d'autres espèces exotiques. Et enfin, on a une dispersion plus naturelle. Là, on ne parlera plus d'espèces exotiques, même s'il y a des zones floues, par exemple, augmentation d'événements climatiques extrêmes dus au changement climatique qui peuvent transporter des espèces sur de plus longues distances. Le débat n'est pas complètement tranché là-dessus. Alors, dans cet article de 2022, Anna Turbellin et Franck, toujours dans les bons coups, ont regardé les voies d'introduction des espèces coûteuses économiquement. Alors ici, vous avez chaque mode de dispersion, donc évasion, contaminant, passager clandestin, indirect ou remise en liberté volontaire. Alors certaines espèces vont avoir un seul mode de dispersion, en tout cas recensé, d'autres vont en avoir 2 à la fois, 3 à la fois, 4 ou 5. Et on s'aperçoit que dans la majorité des cas, c'est des plantes qui sont des espèces qui se sont évadées, qui ont été transportées volontairement et qui ensuite sont parties dans la nature. Ensuite, on a les contaminants et les passagers. Par contre, si on regarde combien coûte chaque voie d'introduction, on s'aperçoit qu'on n'a plus le même ordre et que cette fois, c'est les passagers clandestins qui coûtent le plus cher, suivi des contaminants, suivi des évasions. Possibilité pour expliquer ça, c'est que les espèces qui sont introduites volontairement sont souvent plus grosses, plus charismatiques, et donc on les monitore plus facilement et on peut les contrôler plus facilement. Les espèces de contaminants, on a notamment beaucoup d'insectes. Comme je l'ai dit, je vous l'ai présenté avant, c'est les espèces les plus coûteuses, notamment à cause des impacts sur l'agriculture et la foresterie ou la santé. Alors, dans cette étude de 2023, on a aussi regardé les principaux prédicteurs de la richesse en espèces exotiques dans les pays. On a regardé ça pour les plantes, les fourmis, les amphibiens, les lézards, arachnés, mammifères, oiseaux et poissons. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le prédicteur principal pour toutes les espèces, c'est vraiment la quantité d'importation dans un pays. Donc, ce qui nous renvoie aux passagers clandestins, etc. Et avec souvent, dans certains cas même, une accélération. Plus les importations augmentent, en fait, le nombre d'introductions va avoir tendance à augmenter de façon disproportionnée.
Et un exemple, donc ce qu'il faut faire, une façon de gérer et de prévenir les invasions, c'est vraiment d'empêcher qu'elles arrivent en se focalisant sur les importations. Et une façon de faire ça, c'est de regarder notamment la gestion des eaux de ballast. Alors comment marchent les eaux de ballast? Si jamais vous n'êtes pas au courant, donc on a un navire ici qui transporte des marchandises, donc qui est dans un port d'origine, qui a amené des marchandises. Il va décharger ses marchandises. Le problème, c'est que dans ce cas-là, le bateau va se mettre à flotter un peu plus, va être moins stable. Donc, pour rétablir sa ligne de flottaison, il va remplir ses ballasts d'eau et en même temps, il va charger des organismes. Il va ensuite se voyager jusqu'à un port de destination où il va charger des nouvelles marchandises. Là, pour pas qu'il soit trop bas, on décharge les ballasts et on relâche des organismes dans un autre port. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des invasions. Et si on regarde d'ailleurs un peu plus de façon quantitative, 80% du commerce mondial se fait par bateau. Ça veut dire 10 milliards de tonnes d'eau dans des ballasts chaque année, 7000 espèces transférées dans les ballasts chaque heure de chaque jour, et donc une nouvelle invasion toutes les 9 semaines. Et ça, c'est à l'heure actuelle. Mais si on regarde plusieurs scénarios socio-économiques pour le futur, eh bien en fait, on risque, dans le pire des cas, d'avoir une augmentation de plus 1200% en 2050. Donc vous pouvez imaginer les impacts en termes de transport d'espèces exotiques. Alors pour éviter ça, la Convention sur la gestion des eaux de ballast, qui a été organisée par l'Organisation maritime internationale, qui est un organisme de l'ONU, a été adoptée et signée par 86 pays en 2014. Et elle préconise 2 standards. Standard D1, qui est appliqué depuis 2017 pour tous les navires, ils doivent tous remplacer leur ballast en pleine mer. Et l'idée, c'est que des organismes qui ont un habitat vers des côtes vont normalement tous mourir en pleine mer, puisque ce n'est pas l'habitat qui leur convient. Le standard D2 depuis 2024, c'est de spécifier la quantité maximum d'organismes viables qui peuvent être déchargés, dont les microbes. Et en général, ça veut dire un système de filtrage sur les bateaux. Et alors ça, c'est un exemple de législation qui a été adoptée à grande échelle. Si on peut, par exemple, en 2022, vous avez peut-être entendu parler du cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, qui a été voté à la COP 15, alors la COP biodiversité, pas la COP climat, et qui notamment a pour objectif, l'objectif 6, qui a pour objectif de prévenir l'introduction et l'établissement des espèces envahissantes prioritaires en réduisant les taux d'introduction et d'établissement d'autres espèces envahissantes connues ou potentielles d'au moins 50% d'ici à 2030. À l'échelle des pays, on voit aussi, on peut regarder, il y a une base de données, Colex, on peut extraire les données et regarder le nombre de textes légaux et nationaux par pays, et on s'aperçoit qu'ils ont énormément augmenté depuis le début des années 2000. Donc on est plutôt sur la bonne voie. Et ça, c'est important, puisqu'on a regardé que dans ce même article, donc que je vous ai présenté précédemment, où là on a les importations sur l'axe des X et le nombre d'espèces envahissantes, d'espèces exotiques par pays sur l'axe des Y. Ah oui, chaque point représente un pays et chaque couleur une région du monde. Les importations sont le vecteur principal, mais on avait regardé qu'en fait, la meilleure façon de prédire le nombre d'espèces exotiques, c'était aussi d'incorporer la gouvernance des pays, c'est-à-dire la capacité d'un pays à concevoir et implémenter des politiques et des lois. Il y a des indices qui existent comme ça, qui sont disponibles en ligne, mais en gros, imaginez corruption versus on vote et on implémente des lois de façon efficace. Et ici, ce qu'on a trouvé, c'est une relation entre le nombre d'espèces exotiques et la gouvernance, un peu en forme de cloche. Ce qui veut dire que si on part de loin et que la gouvernance augmente, au début, on va avoir une augmentation du nombre d'espèces exotiques dans un pays. Alors ça, c'est probablement parce que la gouvernance va être en général corrélée avec le développement économique d'un pays. Mais à certains niveaux, on commence à voir une diminution. Et là, c'est potentiellement, on peut voir grâce à l'impact positif de la gouvernance. Alors, c'est des études corrélatives, c'est très dur de différencier les liens de cause à effet dans ces cas-là, mais c'est une explication possible. D'ailleurs, en fait, la gouvernance était notamment corrélée de façon positive avec la capacité proactive des pays, donc de prévention ou de réponse rapide, alors que la capacité réactive, donc plus loin sur notre courbe, était corrélée avec la quantité d'informations. Donc plus on introduit d'espèces, plus on va devoir réagir.
meilleure est la gouvernance, mieux on va pouvoir prévenir l'introduction d'espèces. Alors ces législations, par contre, sont-elles efficaces? Eh bien, en fait, ça reste très difficile à évaluer. Et il y a peu de choses qui sont faites, en fait, dans la littérature qui permettent d'évaluer l'efficacité. Notamment, par exemple, dans le cas de la Convention sur la gestion d'eau de ballast. En fait, il faut pouvoir tout d'abord voir si ces mesures sont efficaces en conditions contrôlées. Bon, jusque-là, a priori, ça devrait être jouable. On peut faire ça un peu en laboratoire. Mais après, est-ce que c'est efficace en conditions réelles? Comment est-ce qu'on peut vraiment être sûr que les organismes déchargés en pleine mer vont effectivement mourir? Assez difficile à traquer. La Convention sera-t-elle aussi respectée? C'est difficile de suivre l'ensemble des bateaux pour être sûr que vraiment ils installent les filtres requis et qu'ils renouvellent l'eau de leur ballast en pleine mer. Est-ce qu'on observe effectivement des effets positifs sur l'environnement? C'est-à-dire, est-ce que cette convention permet d'éviter l'introduction des espèces avec les plus gros impacts? Et enfin, cela sera-t-il suffisant pour contrer l'augmentation du trafic maritime? Alors, au niveau des résultats, on peut avoir quelques pistes, et on peut revenir notamment à cette courbe que je vous avais la première graphique que je vous avais donnée au tout début, et regarder la courbe par groupe taxonomique. Et si on regarde notamment pour les mammifères et les poissons, on voit qu'en fait, depuis les années 1900, on a effectivement vraiment une diminution assez importante, surtout pour les mammifères, du nombre d'introductions. Et ça, c'est un groupe taxonomique qui a été notamment beaucoup mieux contrôlé que le reste. C'est des introductions généralement volontaires et des animaux plus gros et faciles à traquer. Pour les plantes, donc vasculaires ou biophytes, c'est des types de plantes, et les reptiles, même si l'impact est moins important, on voit quand même une stagnation du nombre d'introductions. Donc il semble qu'il y a quand même des effets relativement positifs. Par contre, pour tous les autres groupes taxonomiques, et par exemple les insectes, on est encore loin du compte. Et donc pour finir, je voudrais vous montrer ce graphique donc, qui montre les différentes régions du monde. Donc c'est la moyenne des pays de chacune des régions. Donc ici, on a l'Amérique du Nord, les pays de l'UE, l'Océanie, les pays européens non UE, sud de l'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, etc. Et ici, regardez comment ils changent dans le temps, en fonction de leur gouvernance. Donc ici, on a des pays avec plutôt une gouvernance moins élevée, et ici, gouvernance élevée. Les valeurs ici sont normalisées, et ici, une quantité d'importation. Et alors, ce qu'on voudrait, c'est avoir moins d'importation et une meilleure gouvernance pour limiter les espèces envahissantes. Si on regarde dans le temps, ce qui se passe, c'est ces trajectoires-là. Partout, les importations ont augmenté. Et ça, même si on regarde à l'échelle des pays, on ne va pratiquement pas avoir de diminution. Ce qui est vraiment préoccupant, c'est la trajectoire en fonction sur la gouvernance. Alors là, certains pays, eux, ont augmenté, d'autres ont diminué, mais on voit qu'en moyenne, selon les régions, on a tendance à diminuer. On a les pays européens non UE qui ont un petit peu augmenté, les pays qui partaient d'assez loin, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, qui eux aussi ont augmenté. Par contre, on voit que l'ensemble des autres pays ont soit complètement diminué, soit même pour les pays UE, Amérique du Nord et Océanie, avaient commencé à s'améliorer à la fin des années 90 et au début des années 2000, et depuis, ont en fait régressé. Et ça, c'est très mauvais signe pour les invasions biologiques, mais aussi pour plein d'autres raisons. Et donc, il va falloir essayer de se poser la question, comment est-ce qu'on arrive à plutôt aller vers la droite de ce graphique, si on veut une société qui soit plus égalitaire et qui permette notamment une meilleure relation avec notre environnement. Et sur ce, merci beaucoup.